Mercredi 20 septembre, nous reprenons la route en direction de la Colombie. Après une révision complète de la mécanique, mais malgré tout 6 problèmes de pompe à essence, 2 crevaisons, 2 contrôles de police et 1 de douane, nous passons la frontière à 18h, en précisant encore qu'André a réussi à défoncer la barrière de la douane. Voici mes 2 compagnons, André et André. Nous roulons jusqu'à Popayan où nous laissons le Dodge. De là, 7 heures de bus supplémentaires nous amènent le 25 septembre à San Agustín. Nous découvrons des kiwis, mais aussi d'énormes scarabées. Les 3 personnages que vous voyez, Chepe et sa famille, sont des amis et musiciens dont j'ai enregistré sur place la musique que nous écoutons. Presque chaque jour, nous louons des chevaux pour aller visiter des sites archéologiques disséminés dans cette région. Voici André, puis André, et enfin votre serviteur qui rit un peu jaune, car ce qui lui reste de postérieur ne remplit plus beaucoup sa fonction d'isolant. San Agustín est la zone archéologique la plus importante de Colombie. Ce fut sans doute un lieu sacré, un centre de cérémonies religieuses et de rites funéraires dont les fontaines, les tombes, les sarcophages monolithiques et surtout les centaines de statues monumentales restent les témoins mystérieux et muets. Ici vécut il y a plus de 3000 ans une civilisation dont on ne connaît pratiquement rien, si ce n'est qu'elle pratiquait essentiellement le culte des morts. Certains spécialistes avancent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un peuple venu d'Asie, et cela à cause de certaines sculptures représentant des maisons en forme de pagode. 27 septembre, nous visitons El Estrecho. C'est précisément l'endroit où le Rio Magdalena passe sur une distance de 20 mètres dans un goulet rocheux très étroit et d'une profondeur d'environ 15 mètres. Nous sommes ici avec Don Ezequiel, notre guide occasionnel. Dominant le fleuve, nous découvrons le site de la Chaquira, réunissant pêle-mêle des dessins et gravures sur pierre, provenant, paraît-il, d'une civilisation encore plus ancienne dont on ne sait rien. Ici, la représentation du dieu des eaux. Et là, celle de la déesse de la maternité. Puis nous visitons le site archéologique d'El Tablón, composé de plusieurs grandes statues comme celle-ci, nommée la déesse de l'artisanat. Celle-là, le dieu de la lune, suivie de celle du fœtus et la déesse de l'artisanat dans son environnement luxuriant. Ensuite, nous nous enfonçons dans la forêt dense du parc où nous découvrons ces statues fantastiques dont la bouche menaçante serait liée à une représentation féline. Sachant que cette civilisation croyait que l'âme et l'esprit des morts se réincarnaient dans les animaux, tout s'explique. En quittant cet endroit, nous admirons au passage ces splendides orchidées sauvages. 4 octobre, nous visitons un autre site dont les tombes et statues impressionnantes excitent encore notre imagination. Puis ce sont les bains de Lavapatas. L'eau coule dans un parcours sinueux taillé à même la roche et représentant des dessins symboliques pour traverser 2 bassins, celui du peuple et celui des chefs. Il est à noter qu'à l'occasion de cérémonies religieuses, ces derniers devaient en premier traverser celui du peuple avant d'atteindre leur bassin. Après, à 1750 mètres d'altitude sur l'alto de Lavapatas, c'est la découverte de ces statues gigantesques et de ces impressionnantes tombes monolithiques. Nous sommes restés 10 jours à San Agustín. Nous partons le 5 octobre. Les 12 heures de bus sur ces routes de terre sont vraiment épuisants.
Cette séquence est destinée à vous prouver qu'il faut bien s'accrocher et que le confort de ce véhicule ne correspond pas à celui auquel nous sommes habitués. 5 octobre, après avoir récupéré le Dodge, puis cassé et réparé une mordache de frein, changé l'emplacement de la pompe à essence qui fonctionne enfin parfaitement et subi 3 contrôles de police, nous arrivons à Bogota. Capitale de la Colombie, située à 2640 mètres d'altitude, c'est une ville peuplée officiellement de 5 millions d'habitants. Mais c'est aussi la ville de tous les trafics et du crime organisé. On y vit constamment sur ses gardes. 12 octobre, sans tricher, je m'installe au bord de cette avenue et je constate quelque chose d'incroyable. Le 80% des voitures qui passent représentent chez nous des véhicules de collection assez rares. Or ici, il y en a plein. L'explication est fournie. Il faut savoir qu'en Colombie, tout acheteur de véhicule se doit de payer à l'État une taxe représentant 200% de la valeur de la voiture neuve. C'est pour cette simple raison que les automobiles les meilleurs marchés sont les plus anciennes. Autrement dit, ce qui représente chez nous une voiture de collection très chère est en Colombie le véhicule du pauvre. Amusant retour des choses. Il faut aussi noter que dans ce pays, seulement 5% de la population est considérée comme riche, alors que 10 à 15% en représentent la classe moyenne. Pour le reste, c'est la misère. Les ambiguïtés ne sont pas rares. Par exemple, un chauffeur de bus gagne plus qu'un enseignant. Le président actuel, M. Turbay Achale, gouverne un pays à 2 fortes tendances politiques, les libéraux et les conservateurs, eux-mêmes souvent opposés aux puissants syndicats ouvriers dont les cadres sont formés dans certains pays de l'Est et à Cuba. Samedi 14 octobre, nous visitons l'incontournable musée de l'or. L'édifice a été spécialement conçu pour abriter une extraordinaire collection riche de 15 000 pièces d'orfèvrerie précolombiennes. Les objets acquis par la Banque de la République depuis 1939 sont admirablement présentés et judicieusement replacés dans le contexte ethno-historique des différentes civilisations qui les ont produites. Chapeaux, colliers, broches, bracelets, bijoux de toutes sortes y sont représentés. Ici des broches des Indiens Tairona. Et le fameux radeau d'or qui donna naissance à la légende de l'Eldorado. Puis, par groupe de 15 personnes, on nous fait entrer dans la chambre forte. Nous disposons d'à peine 5 minutes avant que les portes blindées ne se referment automatiquement pour admirer cet amoncellement d'or récupéré dans les tombes précolombiennes. Ensuite, nous terminons la visite de ces trésors inestimables. « 15 octobre, changement de situation. André, mon compagnon de route, est tombé amoureux d'une Colombienne. Nous allons donc nous séparer et vendre le Dodge. André va s'en charger. Sur le toit, le panneau indique que nous sommes de jeunes Suisses sur les chemins de l'Amérique. Nous en profitons aussi pour prendre quelques photos de notre état. J'ai décidé pour ma part de partir sac au dos avec mon ami pour visiter l'Amérique centrale. Salut André, et bon voyage de ton côté. Mardi 17 octobre, après une fouille complète de mes affaires et de ma personne, je décolle de Bogota pour rejoindre mon ami André, parti 3 jours plus tôt au Guatemala. Nous passons d'abord 10 jours au Salvador, mais pour des raisons de sécurité liées au problème de la guérilla qui s'intensifie dans ce pays, je n'ai ramené aucune image. Le 6 novembre, nous arrivons à Flores, au Guatemala, où nous passons 4 jours sur les rives de ce lac. 10 novembre, à 6h15, nous prenons un bus Caotan qui nous emmène à 66 km et 4 heures plus tard jusqu'à Tikal. Ville archéologique située au cœur de la jungle tropicale au nord du Petén, Tikal est la plus grande cité maya qui ait été découverte et restaurée.
Elle s'étend sur 16 km². Le monde maya naquit 2000 ans avant Jésus-Christ et atteignit son apogée entre les années 980 et 1200 après Jésus-Christ. Nous entrons dans le vif du sujet avec cette première stèle qui date de l'an 771 après Jésus-Christ. Une vue d'ensemble nous permet d'apprécier les édifices de l'Acropole Nord, laquelle est construite sur 4 couches de ruines datant d'une époque antérieure. Cette colonne recouverte de hiéroglyphes date du 5e siècle après Jésus-Christ. Cette stèle datant de l'an 386 représente vraisemblablement un dignitaire maya. Ces colonnes et stèles sont disposées en bordure du terrain de l'Acropole Nord. Celle-ci provient de l'an 800 après Jésus-Christ. Cette splendide pierre taillée, pouvant aisément inspirer plus d'un auteur de science-fiction, date de l'an 550. Sur la stèle numéro 9, affichant l'année 475, on peut encore apercevoir quelques traces de couleur. Cet escalier de pierre calcaire, dont le degré d'inclinaison est très important, nous amène au sommet de la pyramide du Temple du Jaguar, dont la crête culmine à 45 mètres de haut. Du sommet, on peut apercevoir à droite le temple numéro 5 et à gauche en bas l'acropole centrale. Du pied de l'escalier, en traversant la Plaza Mayor, on arrive au temple numéro 2, appelé Temple des Masques, et qui atteint une hauteur de 38 mètres. Plus loin, derrière, on aperçoit les pyramides 3 et 4, hautes de 57 mètres. Dans cette jungle luxuriante où l'on trouve des arbres mesurant plus de 50 mètres de haut, il a été recensé plus de 285 espèces d'oiseaux, dont le toucan, que nous voyons maintenant. À l'instar des pyramides, même les fourmis sont démesurées. Maintenant, c'est la visite d'un renard qui me fascine. Il est rapide, rusé et visiblement habitué à la présence de l'homme. Plus loin dans la forêt, on peut aussi trouver des jaguars, des pumas, des ocelots et aussi des singes, des araignées et les inévitables serpents qui font partie intégrante de la culture maya. À lui seul, le luxe de décoration de l'habit recouvrant le personnage de la stèle numéro 16 peut faire l'objet de plusieurs heures d'études. Quant à l'autel numéro 5, son diamètre est de 1,65 m et il est décoré de 2 personnages richement vêtus. Les archéologues estiment que pour excaver toutes les ruines enterrées encore dans le site, il leur faudra 20 ans et comptent un siècle supplémentaire pour tout répertorier. Et lorsque l'on sait que les Mayas ne bénéficiaient pas d'outils en métal pour la construction de Tikal, on reste songeur. Mardi 14 novembre, nous arrivons à Guatemala City, capitale du Guatemala avec une population de 1 300 000 habitants. Cette ville, à l'image de Tikal, possède par endroits une architecture époustouflante. Pourtant, au Guatemala, la mortalité enfantine est la plus forte du monde et le taux d'analphabétisme y est le plus élevé d'Amérique latine. La beauté architecturale coloniale de la Poste centrale ne nous fait pas oublier pour autant la misère ainsi que les assassinats permanents. D'un côté, la guérilla de gauche qui s'inspire de l'exemple castriste et de l'autre, l'extrême droite liée à l'armée qui fait régner une contre-terreur. 18 novembre, devant le palais du gouvernement, se déroule une manifestation estudiantine. L'armée tire et tue devant tout le monde le dirigeant. 19 novembre, pendant que je filme l'architecture incroyable du théâtre municipal, une bombe explose contre la centrale de police. Quel contraste! Aujourd'hui, nous louons une moto pour la somme de 14 $ et partons visiter la ville d'Antigua, où le hasard nous met sur la route d'une procession étonnante, celle des frères de la Sépulture. « 23 novembre, nous quittons la capitale au moyen de bus plus confortables que ceux de Colombie pour rejoindre la petite ville de Solola où nous allons profiter de soigner nos petits bobos, maux de dents et infections diverses. Puis nous allons au bord du lac Atitlan dominé par ses volcans.
Ensuite, nous écumons les marchés de la région tels que Solola, Panarachel, Quiché, où nous découvrons une activité haute en couleurs et riche en assortiments. 2 décembre, nous prenons le bus pour Chichicastenango. Dimanche 3 décembre, 6h30 du matin. Dès l'aube et venant de tous les villages environnants arrivent les Indiens pour le grand jour du marché. Leur point de mire, c'est l'église, ou plus précisément la place devant l'église. Ils sont tous chargés, pour certains même de très lourds fardeaux, et apportent le résultat de leur propre production, tels que artisanat local, meubles, tissus, poterie, agriculture, et tout cela bien sûr à dos d'homme. Mais c'est aussi un peu leur fête, leur lieu de rencontre, leur télévision. Les rues commencent à s'animer et c'est au sommet de cette église, pendant 8 jours, de 7h à 18h, qu'un Indien muni d'un tambour et d'une flûte va jouer sans interruption. À son pied, des vendeuses de fleurs, mais surtout ces personnages étonnants qui tiennent au sommet de leur canne chacun l'effigie d'un saint différent. Chaque saint est le patron d'une confrérie. Il s'agit de majordomes, les majordomes de confrérie dirigés par des kofranes. À 9h, flûte et tambour battant arrivent 2 confréries. En tête, les 2 majordomes, suivis de 2 kofranes. Les rites de salutation étant effectués dans un ordre hiérarchique très précis, les membres des 2 confréries vont grimper l'escalier, les hommes devant et les femmes derrière. Devant l'entrée, ils se signent. C'est pratiquement le seul rite chrétien qu'ils s'autorisent pour donner le change. Car à l'intérieur, tous leurs rites sont païens. Les kofranes s'asseyent sur les premiers bancs près de l'autel. Les hommes s'installent dans la moitié droite de l'église et les femmes dans la partie gauche. Puis ils allument des bougies qu'ils déposent dans le couloir central et se mettent à prier. Pendant ce temps, le marché s'anime. On y admire les poteries. Les fameuses machettes dans leurs fourreaux de cuir richement décorés. Les blouses de laine entièrement tissées à la main. Ainsi que les multitudes de ceintures. Soudain, provenant de la cour intérieure d'une maison proche, j'entends une musique. En allant y voir de plus près, j'y découvre ce musicien solitaire. Pour moi, il représente toute la beauté de cette race d'Indiens guatémaltèques. La vie rude, le soleil, les couleurs vives, les ornements, les croyances païennes et les 60 dialectes parlés dans ce pays, dont 3 dans cette région. Mais ce personnage jouant sur une marimba, l'instrument national fait de calebasses et de plaquettes de bois, est avant tout un kofrane. Le kofrane est le chef d'une famille, elle-même appelée confrérie. Chaque confrérie choisit un saint comme patron et protecteur. Les kofranes et leur suite vont tous les matins à la messe, vestige de l'endoctrinement espagnol. Cependant, sous des apparences chrétiennes qui leur ont évité bien des ennuis à l'époque coloniale, toutes leurs croyances et leurs rites sont païens. Nous avons vu avec étonnement le curé coiffé de son chapeau entrer dans l'église les 2 mains dans les poches. Les kofranes, quant à eux, très respectueux, se décoiffent dès l'entrée. On peut dire que le curé n'est présent que pour faire du public relation, mais il n'est pas dupe non plus. Il sait que s'il est toléré, c'est parce qu'il pratique aussi un peu de médecine.
Dans la hiérarchie de ces confréries, il existe 10 grades. Celui avant le coffran est le majordome. Mais pour le devenir, l'Indien devra d'abord consacrer 1 an de sa vie à un travail bénévole pour la communauté. Ce sont les confréries qui élisent elles-mêmes leur coffran. Lorsque celui-ci est nommé, il doit offrir une grande fête qui lui coûtera une somme astronomique se situant entre 1000 et 2000 francs suisses. Un coffran garde son titre et ses fonctions pendant 1 an. S'il habite dans un village voisin, il devra obligatoirement déménager et s'établir dans la ville de la confrérie. Ils ont leurs propres lois et lors de conflits, avant même de passer devant la police ou un tribunal civil, pour autant que cela soit vraiment nécessaire, ils s'adressent en premier à leur tribunal, dont le coffran en est le juge et le président. Les sanctions aux peines prononcées sont toujours des amendes qui se payent en quetzal, la monnaie officielle, ou pour les plus démunis, en maïs, en poules, voire même en travaux d'intérêt public. En résumé, on peut dire que le coffran est plus important et plus puissant que la police ou le maire de la ville. Revenons au marché. Sachant que le salaire mensuel moyen d'un Guatémaltèque est de 70 $, je dirais que cet homme est un privilégié, car il peut s'acheter une paire de souliers d'occasion. Nous admirons encore les couleurs chatoyantes des habits locaux, ainsi que celles de notre musicien. C'est un marché assez bien surveillé, mais souvent incontrôlable. Chacun y porte sa croix. À 10 heures, les confréries sortent de l'église, majordome en tête, et disparaissent petit à petit dans la foule. Le commun des Indiens, quant à eux, continue dans ce brouhaha teinté par la clochette de la vendeuse de glace à prier comme si de rien n'était. Le rite commence par un feu allumé au pied même de l'escalier de l'église et alimenté par de l'écorce. Tout cela sous le regard approbateur des anciens. Il faut savoir que pour eux, le feu est purificateur, mais que la fumée qui s'en dégage est plus symbolique encore. C'est sur ce grand escalier qu'à chaque marche, étape par étape, les plus pieux vont dire une prière. Tout en haut à gauche du sommet de l'église, on aperçoit le joueur de flûte et tambour qui nous arrose de sa lancinante mélopée. À ses pieds, les Indiens prient. Ils utilisent une simple boîte de conserve suspendue à un fil dans laquelle se consume de l'écorce. En balançant la boîte d'avant en arrière, la fumée qui s'en échappe monte inévitablement dans le ciel au rythme des prières. Elle est censée servir de véhicule ou de lien entre l'homme et ses dieux. Lorsque le foyer est enfin libre, il est immédiatement occupé par la personne suivante qui va l'alimenter à l'image de ce bébé tétant sa mère dans l'indifférence générale et dans l'ambiance mystique et religieuse de cet endroit hors du commun. À la fin de la journée, petit à petit, chacun prend ses affaires et retourne chez soi, parfois à des kilomètres de là. Nous en profitons pour aller sur une petite colline qui domine la ville pour filmer la pierre de San Pasqual. San Pasqual est une idole qui leur sert de relais entre eux et leur dieu. L'endroit est sacré. Le feu est constitué de diverses pierres taillées, symboliques, dont la croix. Le sol est jonché de plumes de poulet. Ici, pendant la nuit, se déroulent des cérémonies et sacrifices religieux.
Dans cette belle nature environnée d'une douce chaleur, le lundi 4 décembre, nous prenons un bus en direction du Mexique et traversons de très beaux paysages. Nous voyons même un volcan crachant sa fumée. Nous passons la frontière mexicaine sans problème et roulons jusqu'à San Cristobal de las Casas. Jeudi 7 décembre, un autre bus nous emmène jusque dans la province de Yucatan où nous allons visiter le site archéologique de Palenque sous une température de 40 degrés. Ce site est considéré par beaucoup comme le plus beau de tout le Mexique. Plusieurs mystères y sont encore cachés et il faudra des siècles pour les comprendre. On y trouve des motifs décoratifs de style chinois. Le petit temple du crâne, son nom vient du fait qu'il possède un relief en stuc représentant le dieu de la mort. Le temple des inscriptions, il est le plus grand et le plus énigmatique du site. Il est constitué de 8 plateformes avec un large escalier central mesurant 22,50 mètres. Après plusieurs années d'études, quelques signes ont été déchiffrés et représentent la date de 692 après Jésus-Christ. Son escalier intérieur de 66 marches nous amène en 2 étapes et dans une chaleur torride au pied d'un tombeau. Il est recouvert d'une énorme pierre de 2,10 mètres sur 3,75 mètres et pesant 5 tonnes. Vu sous cet angle, on distingue beaucoup mieux le dessin qui la recouvre, alors qu'il s'agit simplement du symbole du mort qui essaye de s'extraire de ses racines terrestres pour rejoindre les cieux. D'autres en ont retenu des hypothèses les plus folles. D'après eux, les Mayas de Palenque maîtrisaient parfaitement la conduite d'astronefs. Mais revenons plutôt à la réalité. En face, nous voyons les temples de la croix feuilletée, du soleil et de la croix. Plus bas, sur la gauche, l'ensemble du palais. Cette série de bâtiments est la plus grande et compliquée de Palenque. La tour centrale avec son toit en forme de pagode peut paraître étrange, mais il est identique au toit du plus petit temple du groupe Nord. L'ensemble est placé sur une plateforme de 9,50 mètres de haut et mesure 91 mètres de long sur 84 de large. À travers une fenêtre en forme de T, symbole de Ica, le dieu du vent, on aperçoit les arches corbelles du couloir extérieur. Depuis la cour numéro 1, nous admirons la maison C avec ses piliers couverts de relief. Puis la tour de 4 étages destinée à l'observation des étoiles, mais aussi des environs. Et enfin la cour numéro 4 avec son petit escalier menant aux voûtes souterraines dans lesquelles se trouvent 2 longs tunnels. Depuis le sommet de la tour, on observe aisément la partie des bains de vapeur reliés par un système de canalisation et d'égouts. On y voit aussi de petites pièces pour s'habiller et la maison E. Au sommet de la tour se trouve une pierre autel ou un banc, mais surtout une vue imprenable. De là, on y voit les maisons B et A et la cour numéro 2, et plus loin les maisons C et D et la cour numéro 1. Le tout représente 25 pièces dans 5 maisons et 4 cours intérieures. Nous allons maintenant voir le temple du soleil. Il possède 3 portails, construits au-dessus d'une pyramide de 5 niveaux. Son toit est en forme de peigne, très bien conservé. Les spécialistes pensent qu'il date de l'an 642 après Jésus-Christ. D'ici, nous partons sur le temple de la Croix. Il possède aussi un toit en forme de peigne. Il est le plus haut du groupe. À l'entrée, 2 panneaux ornent les portes. L'un représente un vieil homme debout, habillé d'une peau de jaguar et fumant la pipe. En face se trouve un plus jeune, revêtu du panache de l'oiseau sacré, le quetzal, et d'un habit en peau de serpent. De là, nous regardons le temple du soleil et partons vers le temple de la croix feuilletée. Ce temple est le plus éloigné du groupe et le moins bien conservé. Il date de 692 après Jésus-Christ. Les panneaux originaux représentent 2 prêtres en adoration devant une croix, le symbole du dieu du maïs, vénéré et adoré par les tribus mexicaines. Depuis le temple du comte, une vue panoramique nous montre les édifices du groupe Nord. Il faut savoir que le site se situe sur une surface de 24 km² et que seulement 34 structures sur 500 sont ouvertes au public. Mardi 12 décembre, nous visitons le site de Chichen Itza. 2 groupes culturels ont vécu dans la cité sacrée, les Mayas et les Toltecs de l'an 300 jusqu'à 1200 après Jésus-Christ.
Nous commençons par Chinchanchob, construite dans le style Puuc et datant de la période de l'an 325 à 800 après Jésus-Christ. Son nom, Chinchanchob, veut dire petit trou. Cela vient de la décoration de sa crête à claire-voie. L'observatoire ou caracole. Le mot caracole est le terme utilisé en architecture pour désigner un escalier en spirale dans une église ou un temple. Cet édifice se compose de 2 murs circulaires concentriques et d'un noyau central à l'intérieur duquel s'élève un escalier en spirale conduisant à l'observatoire supérieur. L'architecture ne laisse aucun doute sur l'importance que les Mayas donnaient à leurs observations astronomiques. L'édifice appartient sans conteste à la période classique tardive. Les ornements toltèques et la plateforme furent ajoutés postérieurement. De là, on observe l'édifice des nonnes ou el convento. C'est la construction la plus élevée de la zone sud. Elle se compose de plusieurs structures superposées élevées sans doute à peu de temps d'intervalle. La plateforme de l'édifice couvre une superficie de 70 mètres sur 35. Sa hauteur est de 18 mètres. Dans la partie droite, on remarque 2 tunnels. Ceux-ci permettent de voir les constructions antérieures. À gauche de El Convento se trouve un autre groupe d'édifices appelés annexes. D'après leur architecture, ils appartiennent à la période maya classique. Ces constructions correspondent au style baroque des Chen. On remarque que le mur est entièrement décoré depuis la base jusqu'à la corniche. À gauche de l'annexe se dresse une petite construction isolée dont la proximité avec l'édifice des nonnes lui a valu le nom complémentaire de l'église. Cet édifice est également de style maya classique et sa décoration est de style Puuc. Le château El Castillo ou Kukulcán. Les Espagnols s'en servirent comme forteresse, d'où son nom. C'est le monument le plus impressionnant de toute la zone. Il s'élève agressif et majestueux à plus de 32 mètres de haut. Les 2 représentations de Kukulcán en serpent à plumes sembleraient indiquer que la pyramide était dédiée à ce dieu, bien que la plupart des archéologues pensent qu'elle était dédiée au dieu soleil. Le castillo est flanqué de 4 escaliers aux 4 points cardinaux. Ils ont 91 marches chacun, ce qui représente 364 marches. La plateforme du temple constituant une marche supplémentaire, cela nous donne un total de 365 marches représentant les jours de l'année solaire. La chapelle de Kukulcán. Elle est en annexe du jeu de pelote. Elle ne comporte qu'une seule chambre ouverte par un portique à 2 colonnes qui conserve de magnifiques bas-reliefs à motifs symboliques. Un jaguar de pierre est placé entre les 2 colonnes. Au-dessus et sur l'autre face se trouve le temple des tigres et jaguars. Il se trouve sur le mur oriental du jeu de pelote. Il mesure 12 mètres de hauteur et comprend 2 chambres. Sa façade est richement décorée. À chaque coin du temple est fixée une tête de serpent. Le jeu de pelote. C'est un terrain de 150 mètres de long et de près de 45 mètres de large. Son acoustique est remarquable. Il suffit de se placer en son centre et de claquer des mains pour en entendre l'écho se répéter au moins 9 fois. Le jeu était composé de 2 équipes de 7 hommes et consistait au moyen des genoux et des hanches à lancer une balle de caoutchouc au travers de 2 anneaux de pierre situés l'un en face de l'autre au milieu du terrain. Le capitaine de l'équipe gagnante décapitait celui de l'équipe perdante. Le Tzompantli, en vocabulaire aztèque, le mur des crânes, est une plateforme carrée sur laquelle on plaçait les crânes des victimes des sacrifices. La plateforme des aigles et des tigres. Cette petite plateforme est accessible par 4 escaliers. Tout au long de la partie supérieure courent des serpents à plumes dont la tête forme la partie la plus élevée des escaliers. On remarque les motifs de l'aigle et du tigre qui se réfèrent aux ordres militaires chargés de faire des prisonniers pour les sacrifices. La plateforme de Vénus. Bien qu'elle ne diffère pas beaucoup de la précédente, celle-ci était dédiée à la planète Vénus. Le puits sacré ou cenote. Selon les récits des premiers Espagnols, seules de jolies vierges y étaient précipitées. Mais après diverses plongées et dragages, des preuves ont balayé cette légende.
On y retrouva des restes humains, mais 3 appartenaient à des hommes, 21 à des enfants entre 1 an et demi et 12 ans, et seulement 8 à des femmes de plus de 12 ans. Le temple du soleil, appelé temple des guerriers. Ce temple fait partie de l'ensemble appelé des 1000 colonnes. Il repose sur une pyramide basse composée de 4 plateformes. La base du temple mesure 40 mètres de côté et son architecture appartient de toute évidence à la période toltèque. Son escalier mesure 30 mètres de large sur 10 mètres de haut. Il a une inclinaison de 66 degrés et comporte 36 marches. Au sommet repose la statue connue sous le nom de Chakmol, entourée de 2 colonnes septentiformes représentant Kukulkan. Contre ces 2 façades, on reconnaît le visage du dieu homme, oiseau, serpent. La décoration est constituée d'un mélange maya-toltèque. Il semblerait que les constructeurs aient voulu tenter une renaissance du style Puuk. À sa base, le temple est entouré à l'est et au sud d'une multitude de colonnes ornées de bas-reliefs représentant des guerriers. On suppose que la colonnade sud était un marché. Au sommet du temple, on observe encore la table ou autel des sacrifices, mais rien ne prouve qu'il y en eut. Un dernier regard sur la divinité du Chakmol et nous quittons ce lieu fantastique. Mercredi 13 décembre, toujours sous une température de 35 degrés, nous arrivons au site d'Uxmal. Il mesure environ 650 à 700 mètres d'est en ouest. On pense généralement qu'il a été construit entre 500 et 1350 après Jésus-Christ. Le temple Chikin West. Ce corps de bâtiment mesure environ 54 mètres de long. Il est composé de 7 portes qui s'ouvrent sur 7 chambres, chacune communiquant avec son double à l'intérieur du bâtiment. Par la richesse et l'équilibre de sa façade, c'est sans doute celui qui attire le plus l'attention. Chikin en maya signifie l'ouest. La traduction littérale serait « visage du soleil ». Ici, le trône est sondé ainsi que les détails de sa façade. Le temple Xaman Nord, avec en bas à gauche le temple dit de Vénus. L'ensemble est situé sur une plateforme de 7 mètres de haut. Il constitue le plus grand bâtiment de cette zone puisqu'il mesure 82 mètres de long. Sa façade orientée au sud est aussi la plus considérable par l'importance de son ornementation. Toutes ces formes sont symboliquement liées à la théorie du serpent à sonnette. Dans son coin sud-est, on peut admirer cette colonne de masques totémiques en relation avec le serpent Haukan, totem des Mayas. En archéologie classique, il est coutume de les appeler du nom de Chak, dieu de la pluie. Le tout a été érigé entre le 5e et 6e siècle de notre ère. Le temple Lakin Est, il mesure 47 mètres de long. La partie inférieure de sa façade est percée de 5 portes qui conduisent dans 5 salles, depuis lesquelles on accède à 5 autres salles. Cette colonne centrale est formée de 3 masques de Chak. Après un trapèze de 4 barres et autour 6 autres trapèzes de 8 barres, on obtient le chiffre de 52 qui correspond à la période du siècle maya, le Katun. Le temple Nohol Sud. Ce 4e édifice mesure 80 mètres de long. Les 8 portes de cette construction donnent sur 8 chambres en première ligne et enfin sur 8 autres intérieures selon le modèle connu. Au-dessus de chaque porte, une hutte est taillée dans la pierre et porte le symbole du soleil et du serpent. Le bâtiment est traversé au centre par la grande porte dont la voûte à encorbellement est de la meilleure veine. Une vue générale de cette construction nous permet de découvrir dans le fond le temple d'Akilna, mot maya signifiant la maison des tortues. Ce petit édifice est très sobre et bien équilibré. La partie basse de ses murs sont lisses. Ils sont dominés par une corniche ornée de tortues, lesquelles sont évidemment associées à l'eau et à la pluie. En quittant la statue du double jaguar, nous partons sur la gauche et observons dans le lointain la maison haute et le colombier, pour aboutir enfin sur le palais du gouverneur, appelé aussi la Maison du Soleil, avec au premier plan l'hôtel phallique. C'est ici le temple le plus passionnant de la cité. Lorsque les conquistadors le découvrirent, ils lui donnèrent le nom de palais du gouverneur, car les indigènes en avaient depuis longtemps oublié le nom. L'escalier de 7 mètres de haut nous emmène sur une plateforme de 122 mètres de long sur 28 de large. Au-dessus de la porte centrale se trouve un motif en trapèze fait de barres se terminant par une tête de serpent. Les
Les ondulations de la frise supérieure symbolisent un serpent et par là même la marche annuelle du Soleil. Deux magnifiques arcs à encorbellement font la jonction entre les trois parties de l'édifice qui comprend 7 portes d'entrée conduisant à une double file de cellules. Depuis le sommet de la Grande Pyramide, nous observons la face arrière du palais du gouverneur et 3 autres édifices dont 2 sont déjà visités. Du même endroit, nous regardons le colombier ou mur aux 9 séries de sonnettes, stylisation colossale de rangées crotaliques pointées vers le ciel. Puis sur la Grande Pyramide, nous observons la paroi des quadrilobes, dont les cercles concentriques représentent les 8 phases lunaires. À l'angle droit se trouvent 3 masques. Entre le nez et l'œil du masque supérieur jaillit un phallus, symbole de la fécondité du soleil. Au pied de la paroi, on découvre un masque crotalique dont les petits disques des sourcils représentent le soleil à l'équinoxe. De là, nous traversons le palais du gouverneur pour rejoindre la maison haute. Elle est la plus grande pyramide d'Uxmal et est constituée de 5 temples. Sur sa face ouest, on admire en premier la rampe des masques, puis l'arrondi des angles de l'édifice. Puis le détail des masques crotaliques de la pluie. Ensuite, cet immense escalier qu'il faut monter tranquillement en zigzag pour atteindre les étages supérieurs. Et enfin, après un dernier effort, l'arrivée au sommet devant le dernier temple dont les magnifiques façades sont recouvertes de décorations symboliques liées au serpent crotal. Monter sur cette pyramide est un acte, une expérience inoubliable, tant la beauté du panorama est grandiose du haut de cette construction, où le soleil fait éclater un hymne puissant sur la pierre taillée et d'où se révèle tout l'ensemble du site d'Uxmal. Mais il est temps de quitter le Yucatan. Ne nous suivez pas, car nous allons emprunter cet escalier. Je vous le